Je suis très heureux d'être là parmi vous. À la fois parce que c'est un pays que j'aime, c'est la sixième fois que je viens au Canada. Et aussi, c'est une occasion de rencontrer plein d'amis, mais de voir le travail qui se fait au niveau de la culture. Ce qui se fait. Télécommande? Ah, il faut déposer le. Troisième. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Non, il n'est pas. Si, non, il est dans. Alors, sortie, il faut y aller dans le dossier, je pense. Alors, il faut y aller à bureau, ensuite dossier, juste là, exposé, il faut descendre un petit peu encore, voilà, exposé Ottawa, voilà, celui-là, ensuite exposé encore, et puis c'est le deuxième. Parfait. Je disais, pour moi c'est aussi une joie d'être là. J'avais fait ça il y a exactement un an à Montréal, l'exposé, donc que j'ai légèrement à chaque fois modifié. J'enlève ou je rajoute d'autres événements parce que on n'est pas une heure, on ne peut pas parcourir toute l'histoire, 3 millions d'histoires, il faut choisir des événements. Voilà, je vais essayer de vous relater un peu ces faits en ayant choisi volontairement des événements qui se calent sur d'autres connus en Occident. C'est pour cet exposé, je l'ai donné plusieurs fois en France, du coup je me cale un peu sur les événements connus en Occident pour qu'eux ils puissent suivre la trame de ce qui s'est passé en Afrique du Nord, notamment chez les Amazirs. La première partie est dédiée à ce peuple, à ces berbères, Amazirs, mal connus, ou des fois une histoire qui est un peu confondue, mais nous ce que nous souhaitons, c'est de la remettre à sa place. Ce n'est pas de réinventer l'histoire, puisqu'elle est, l'histoire ce qu'elle est. On l'accepte comme elle est. Et personnellement, je suis fier de cette histoire. Je suis originaire moi-même de ce peuple. Et on veut surtout la faire découvrir à d'autres, à nos enfants, mais à d'autres personnes, à nos amis et d'autres personnes qui veulent bien la connaître. Qu'est-ce que c'est les berbères? Après, je reviens sur l'appellation. Parce que vous allez m'entendre beaucoup utiliser le mot berbère, même si je suis parmi ceux qui défendent et qui disent qu'il faudrait dire quand même Amazir, c'est le vrai nom de ce peuple. Alors, ils sont où? Vous voyez, ça va des oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries à l'ouest et de la Méditerranée au nord jusqu'au pays du Sahel au sud. Ça inclut une partie de l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, une partie du Mali, du Niger et du Tchad. Vous voyez, c'est une superficie qui est quand même très grande. Pour un ordre de grandeur, ça fait un peu plus de 8 millions de kilomètres carrés. Si on la compare à la France, ça fait 15 fois la France. Et presque le Canada. Il manque à peu près 2 millions de kilomètres carrés. Le Canada a 9 900 presque 10 millions de kilomètres carrés. Voici la trame de mon exposé. Je commencerai par l'événement le plus marquant, celui du calendrier berbère, en l'an 950 avant Jésus-Christ. Ensuite, je parlerai notamment des Phéniciens et de Hannibal. Je passerai à l'autre période, l'une des plus riches, c'est la période des royaumes berbères et de l'occupation romaine. Les Vandales, je parlerai en un seul transparent, je passerai vite, les Byzantins pareil, l'arrivée des Arabes, et le Moyen-Âge, c'est une époque que j'ai décidé aujourd'hui de ne pas parcourir, faute de temps, c'est un choix. Je citerai seulement 3 dynasties, les Espagnols, les Ottomans, enfin les Français. Vous voyez, c'est une histoire où cette région a connu que des conquêtes. Et enfin les indépendances. Je laisserai ça peut-être au débat. Donc c'est aussi une période très riche. Parler d'une civilisation, c'est parler de l'écriture. Les Berbères ou les Amazirs ont leur propre écriture, qui est, et qui ressemble à cela. Alors ça va monter, voilà.
Donc c'est des gravures rupestres qui ont été retrouvées dans le Hogar, au sud de l'Algérie et dans le Tassili. En fait, c'est des représentations qui datent pour certaines d'un peu plus de 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une écriture qui est très très ancienne. Cette écriture, si on la compare à celle latine, vous voyez à votre gauche les équivalentes lettres latines et là les amazirs, et vous remarquerez un petit symbole très connu, notamment par le fait qu'il se trouve aussi dans le drapeau et dans d'autres représentations, c'est le Haza, ou la lettre Z, qui se trouve dans le milieu du mot ou du nom amazir. Alors, je profite pour vous dire, par rapport à l'appellation, d'où ça vient berbère. Il y a plusieurs thèses. L'une d'elles disait que c'était une modification du mot barbare, qui était une appellation donnée par les Grecs, d'abord pour tous ceux qui ne parlaient pas grec, donc les Romains, ensuite reprise par les Romains pour tous ceux qui ne parlaient pas le grec et le latin, et enfin, elle a été uniquement utilisée pour l'Afrique du Nord, ce qui a donné le nom berbère. Loin de là, les berbères ne sont pas des barbares, puisque c'est des gens qui ont connu des civilisations, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, et eux-mêmes, ils se prénomment Amazir, qui veut dire homme libre. Vous voyez à quel point ils tiennent à cette liberté qui se retrouve même dans leur appellation. Ces lettres, alors quoi qu'on en dise, même les détracteurs de cette langue, elle a été officialisée du temps de Massinissa en l'an 200 ans avant Jésus-Christ. Elle a disparu à l'occupation totale de l'Afrique du Nord par les tribus de Bani Hilal, un peu plus que 900, vers plutôt 1100. Et enfin, elle renaît depuis les années 70, et même avant, un peu avant, où elle retrouve sa place. Elle est d'ailleurs, ce sont les caractères qui ont été choisis officiellement par le Maroc pour la transcription de la langue amazigh. On parle d'un autre événement très important, c'est l'événement lié au roi Sheshnar. C'est qui Sheshnar? Un roi, en fait, très connu parce qu'il a été rapporté par les écrits égyptiens. C'est un roi qui, vers l'an 950, est parti de l'actuelle, à peu près la frontière entre l'Algérie et le Maroc, avec un fort contingent. Il est parti où? Il est parti en Égypte, dans le delta du Nil, pour aider son ami et allié de l'époque Ramsès. Ce Ramsès a été attaqué par les Éthiopiens qui ont occupé l'Égypte à l'époque. Sheshnar est parti pour l'aider et libérer l'Égypte. Il a réussi à le faire et il a fondé la 22e dynastie égyptienne, ce Sheshnar, qui a été intronisé pharaon. Et cette date, 950, correspond tout simplement au début du calendrier berbère. Donc c'est la date retenue pour le début, l'an 0, on va dire, du calendrier berbère qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui même, on est le 13 Magoum de 1964. J'ai aussi choisi de vous présenter les croyances berbères. Ils avaient plusieurs. Les plus connus, ce sont les divinités Ayour, qui était une divinité lunaire. Vous voyez bien Inaya, Ayour, donc c'est le nom de la lune en berbère. L'une d'elles, aussi une autre très connue, c'est Agoulzil. C'est le dieu de la guerre. En fait, ce dieu, qui était symbolisé par la tête du taureau, c'est celui qui a été le plus, entre guillemets, vénéré par les berbères de l'époque. Même Dihya, on a dit quelquefois, avait prêté, on va dire, allégeance à Gouzil, le dieu berbère. Je vous montre après une photo qui est d'un monument en Libye de lui. Alors il y a un autre Ifri, très important, pourquoi? Parce qu'on pense que le mot Afrique est venu de là. Quand les Romains sont arrivés en Afrique du Nord, ils ont trouvé cette divinité qui s'appelait Ifri, et ils l'avaient donc ensuite utilisée pour désigner toute cette partie Africa, qui donne aussi l'Afrique. Aussi l'Afrique, à certains, ils disent que ça vient aussi de Tafaka. Vous voyez, après, c'est des thèses. Et ensuite, d'autres divinités qui sont à la fois romaines, grecques ou égyptiennes. Je parlais de Gouzil. En fait, il y a un monument, encore aujourd'hui, on peut visiter en Libye, et une ville qui s'appelle Girza. On pense que son nom vient tout simplement de cette divinité. J'arrive à l'époque qui a suivi Sheshnar,
c'est-à-dire l'époque de Carthage. C'est quoi Carthage? Souvent en Europe, quand je présentais ça, en France, certains ont situé Carthage partout sauf en Afrique du Nord. Alors là, la Carthage, c'est près de Tunis, en Tunisie. Carthage, c'est une capitale qui a été fondée, vous voyez, très tôt, en l'an 800, même avant Rome, en l'an 800 avant Jésus-Christ, par les Phéniciens et les Berbères. Donc c'est une fondation commune. Ils avaient installé à l'époque, les Phéniciens, des comptoirs sur tout le bassin occidental de la Méditerranée, et Carthage, qui prospérait, qui devenait très importante, a même pris la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Ce qui ne plaisait pas à une autre ville, à une autre cité qui commençait à prospérer, j'ai nommé Rome. Alors que Rome ne commençait à être puissante qu'à partir de 250 avant Jésus-Christ. Rome, donc, voyant en Carthage une rivale, et inversement aussi, Carthage voyant en Rome une rivale, ils se sont livrés 3 guerres qu'on a appelées, les historiens ont appelé les 3 guerres puniques. Je ne parlerai pas de toutes ces guerres, je parle seulement de 2 événements. Le premier, ça s'est passé donc au cours de la 2e guerre punique, qui a été même appelée la guerre de Hannibal, donc liée à ce personnage. C'est qui Hannibal? C'est un général d'origine phénicienne qui était à l'époque le plus puissant de Carthage. Donc il en voulait à Rome, il a déclenché la 2e guerre punique, avec quoi? Avec une forte armée et soutenue par une très forte cavalerie berbère. Parce que les Berbères avaient à l'époque la cavalerie la plus puissante de la Méditerranée. Alors, ils sont partis, parce que les Berbères aussi n'avaient pas à cœur Rome. Donc, ils sont partis ensemble, et Hannibal a traversé le détroit de Gibraltar, ensuite les Pyrénées, et enfin, les Alpes. Vous avez certains peut-être vu le film de Hannibal, parce qu'il y avait des légendes, etc. Il y avait une légende qui disait qu'il a traversé avec un fort beaucoup d'éléphants. C'est vrai, il est parti avec beaucoup d'éléphants, mais beaucoup sont morts en traversant les Alpes, mais quelques-uns sont arrivés en Italie. Il n'a pas gagné la guerre, contrairement à la légende, par les éléphants, il a gagné par la tactique. Hannibal est considéré jusqu'à aujourd'hui le plus fin tacticien de toute l'histoire de l'humanité. Donc en traversant les Alpes, il surprend les Romains, effet de surprise, dans le lac de Trasimène, et là, il les a, on va dire, défaits facilement. Ensuite, il a continué jusqu'à Cannes, en Italie. Et là, il a livré la bataille la plus célèbre, la bataille de Cannes, car il avait, à l'époque, instauré de nouvelles techniques de combat, que, par exemple, les Romains, qui étaient aussi puissants, ne connaissaient pas. J'ai essayé de la schématiser ici, avec ces petits rectangles. J'ai représenté l'armée romaine ici en orange, ensuite leur cavalerie en rouge, et l'armée de Hannibal, donc les Berbères et les Phéniciens en bas. Vous voyez que j'ai fait exprès de mettre plus de nombre ici, car les Romains étaient en surnombre. Alors, s'il allait les affronter directement, il perdait, parce que les rapports de force n'étaient pas équilibrés. Qu'est-ce qu'il a fait? Une tactique expliquée comme ça, elle va paraître très simple. Il les a fait venir, et puis il a fait une sorte, donc vous voyez, il les a encerclés. Quand sa cavalerie était très puissante, la cavalerie berbère qui était avec lui, avec les chevaux, les barbes, les chevaux berbères, il a anéanti la cavalerie romaine, et ensuite, il les a étouffés. Pour vous donner un chiffre, la bataille, donc les Romains avaient perdu plus de 80 000 hommes, alors que lui n'en a perdu que 6 000. Donc, vous voyez que c'était une victoire très éclatante. Hannibal, qui a gagné, bien sûr, est resté pendant 4 ans et assiégé Rome. Il n'est pas allé jusqu'à la détruire. Et là, il y a plusieurs thèses. Les historiens ne sont pas d'accord. Pourquoi Hannibal n'était pas parti pour détruire complètement Rome? Ce que Rome a fait après. Parmi ces thèses-là, il y en a une qui disait qu'il manquait de ravitaillement. Elle a été démentie puisqu'il a réussi à passer par la Sicile, etc. Il a ravitaillé son armée. Une autre disait qu'il n'était pas assez près. Mais là, celle qui était plus retenue, c'est que Hannibal, il fait beaucoup de calculs. Il y avait des élections à Carthage et il voulait rentrer, sinon il les perdait. Donc il a préféré, il s'est dit, je vais regagner les élections et revenir. Donc, il est revenu, où il a perdu les élections,
Ensuite, il était parti près de la Turquie d'aujourd'hui et où il s'est suicidé. Donc, il a tout perdu. Du coup, Rome a pris le temps de se reconstruire son armée et faire une très forte flotte marine. La troisième guerre punique, cette fois-ci, a été déclenchée par un célèbre général, cette fois-ci romain, qui s'appelle Scipion Émilien, ou appelé Scipion l'Africain. Ce dernier, quand il est parti vers Carthage, il n'a pas fait dans les détails, il l'a complètement détruite et il l'a brûlée. Carthage s'en est fini donc en l'an 146 avant Jésus-Christ. Ça, c'est une gravure qu'on trouve, une peinture dans le British Museum à Londres, qui représente la destruction de Carthage. Voici un bond de l'histoire de l'Afrique du Nord qui termine dans la douleur. Quelques vestiges encore visibles aujourd'hui près de Tunis, des vestiges de Carthage, et là c'est le Hannibal au musée du Louvre. On passe à une autre époque aussi très importante, je pense que c'est la plus connue chez les Berbères, c'est celle des royaumes berbères. Parce qu'aujourd'hui, avec le retour des prénoms, les gens cherchent à comprendre qui sont ces personnages. La Berbérie de l'époque, c'est-à-dire en l'an 100, l'an 200 avant Jésus-Christ, elle avait à peu près cette configuration, et j'ai fait exprès comme ça pour que vous voyez les États, on va dire, fabriqués après l'indépendance, comment elles sont. Il y avait deux royaumes. Il y avait un royaume des Massacides, dont le roi était Syphax, et un autre des Massiles, dont le roi était Gaïa. D'ailleurs, Massile, normalement, ça veut dire Mas, c'est le seigneur. Sil, Ilès, c'était le grand-père de Gaïa, donc les enfants du seigneur Gaïa, le nom du royaume. Sa capitale était Cirta, Constantine aujourd'hui. Bon, l'événement marquant, c'était la suite. C'est Massinissa, le fils de Gaïa. C'est pourquoi ce personnage est aussi important que ça, car il a réussi à unifier toute l'Afrique du Nord, juste un petit bout là que j'ai laissé exprès, qui était encore la propriété des Carthaginois, qui était encore autonome, et ce dernier a fait de Cirta l'une des cités les plus prospères de la Méditerranée à l'époque. Massinissa est un homme de culture, un homme qui a sédentarisé presque tous les Berbères. Il a fait même des villes, alors que Volubilis c'est une ville romaine, mais vous savez bien que les Romains construisent à chaque fois des villes sur d'autres villes qui étaient berbères. Même chose pour Tingad, près de Batna, etc. Donc il y avait même des villes, vous voyez, à l'intérieur des terres, pas seulement sur la rive de la Méditerranée, comme à l'époque des Phéniciens. Massinissa, donc, avait des relations un peu particulières. Des fois, il est ami avec Rome, des fois ennemi, mais il a fini, à la fin de sa vie, était devenu plus ami. D'ailleurs, troisième guerre punique qu'a livré Rome à Carthage était un allié de Rome. Il a fait alliance, il voulait en finir avec Carthage pour prendre toute cette partie-là, mais finalement, il ne savait pas que Rome, en visant Carthage, elle visait aussi lui, parce qu'il était aussi un danger. C'était un allié de circonstance. Massinissa est le roi où on peut trouver le plus grand nombre de monnaies frappées à son effigie. Il y a aussi, ça c'est Constantine, c'est une photo que j'ai prise au mois de novembre là passé, et ce que je vous montrais là, c'est son tombeau qui est encore, qu'on peut encore visiter, malheureusement mal entretenu. Il faut des campagnes pour qu'il reste, parce que c'est un vestige cher aux Berbères, un vestige où on a trouvé même son armure, Massinissa. Donc il est près de Kharod, exactement, près de Constantine. À la mort de Massinissa, qui était mort d'une mort naturelle, son royaume a été partagé en deux par ses petits-fils, Imsal et Agerbal, les fils de Micipsa. Eux n'ont pas gouverné longtemps, car ils ont fait allégeance à Rome immédiatement. Ils voulaient préserver tout simplement leur acquis, ne pas avoir d'ennemis, surtout pas Rome. Ce qui n'a pas plu à qui? Jugurtha. Voilà. Jugurtha était aussi le petit-fils de Massinissa, mais le petit-fils... Adoptif. Non, illégitime. Appelé illégitime, c'était le fils du servante. D'ailleurs, ses deux autres demi-frères le raillaient à chaque fois en lui disant qu'il n'avait pas la légitimité du trône, qu'il n'était pas le vrai fils de Massinissa, etc., etc. Donc,
Comme c'est un homme très intelligent et un ennemi juré de Rome, il a réussi à éliminer ses deux demi-frères et il a pris le pouvoir et a unifié à nouveau, à peu près la même configuration que son grand-père Massinissa. Le roi Jugurtha est connu surtout pour être le pire ennemi de Rome comme Vercingétorix pour la Gaule et de livrer la guerre qui a été rapportée par Sallustre, la guerre de Jugurtha. 7 ans, il a tenu tête à Rome avec sa force, etc. Mais il a été défait. Il a été défait à cause de quoi? C'est une traîtrise à nouveau, c'est son beau-père, Bocchus, qui l'avait dénoncé à Rome. Et alors, Bocchus, c'est Bochus. Ça veut dire quoi en kabyle? Ça veut dire traître. Donc c'est quelle année ça? C'est vers l'an 105 avant Jésus-Christ. Et ce mot est le même, on le dit à peu près pareil aujourd'hui. Voilà, donc Bochus c'est quelqu'un, un traître. En fait, ça vient du nom, du prénom tout simplement. Vous voyez que les Berbères, ça leur est resté dans la mémoire. Donc Jugurtha a été livré à Rome et il était emprisonné donc, à Rome et a été tué. Tué dans la prison qui est encore aujourd'hui visible. On peut visiter à Rome la prison de Tulanium. Cette même prison, où 50 ans après, Vercingétorix, un célèbre Gaulois, était aussi prisonnier et mort dans les mêmes conditions. Je crois que c'est encore au mois de décembre passé à Rome. Pourquoi? Pour vous montrer ça. Alors, bon, j'avais pas une autre photo sur moi, je vous montre juste ça. Ça, c'est la prison qui s'appelle aussi Mamertinium. Tulanium. C'est en bas où il y a la prison. Parce qu'en gros, c'est une église maintenant. Moi, ce qui m'a marqué ici, quand je l'ai vu, donc ça, c'est clair, c'est la prison, mais surtout ça, c'est l'arc de Septime Sévère. Septime Sévère, c'est qui? C'est le premier empereur romain d'ascendance non romaine, qui est d'ascendance berbère. Je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas fait exprès, en érigeant, ça c'est le forum romain, hein, pour ceux qui connaissent Rome, donc en érigeant son arc en face de la prison où a été tué Jugurtha. Pour l'anecdote, j'ai cherché ça, en fait, cette gravure, où il y a le nom de Jugurtha d'Inumidia, roi d'Inumidia, roi de la Numidie, mort par la faim. C'est faux. C'est ce que Rome a retenu, mais il est mort par pendaison. Comme d'ailleurs Vercingétorix. Vous voyez, c'est les noms des célèbres personnages qui sont qui étaient passés dans cette prison. Vous reconnaissez ça, lui? C'est un tout. En fait, moi j'étais désespéré quand j'étais en décembre. Cette pancarte était en restauration. J'ai pas pu la voir. Donc, et la dame à qui on demandait où elle est, elle me disait, mais elle n'a pas cherché à vous, vous cherchez à voir Jugurtha. C'est ça, elle n'a pas dit, je pense, elle a dit, il y a plein de gens avant vous qui sont passés. Je pense que tous les Kabyle ou les Berbères qui vont à Rome, ils cherchent à voir cette... Donc ils le savent. Ça, c'est nos amis tunisiens, c'est près de Kef, la table de Jugurtha, où on suppose qu'il avait gagné l'une des plus grandes batailles contre Rome. Et puis l'incontournable Sallustre, qui détaillait cette tranche de l'histoire. Mais Sallustre, c'est un Romain, vous le savez, donc il faut lire avec des pincettes. Malgré cela, il a dit beaucoup de bien de Jugurtha. Mais pour lui, c'est un ennemi. Hein. Mais vous voyez, c'est une mine d'or, parce que c'est l'un des rares ouvrages aussi anciens qui est resté intact. À la mort de Jugurtha, Rome a presque pris le contrôle de toute la Berbérie. Juste avant, juste après, Juba I avait pris la place de Jugurtha, mais n'a pas réussi à maintenir cette indépendance de l'Afrique du Nord, ce qui a permis à Rome d'annexer toute l'Afrique du Nord et de faire une de ses provinces. Alors Rome, elle a pris le fils à Juba I, qui après a été appelé Juba II. Il a été élevé à Rome à l'âge de 4 ans, donc avec la culture et les coutumes romaines. Ensuite, a été intronisé roi de toute cette partie de l'Afrique du Nord, et sa capitale c'était Césarée, Cherchel aujourd'hui. Ce roi, Juba II, était très cultivé aussi. On lui doit par exemple la découverte des îles Canaries. Il était aussi un historien, c'est un voyageur, celui, on dit, qui a découvert ces îles-là. Mais il était aussi le mari d'une célèbre femme, ou d'une fille d'une célèbre femme, c'est Cléopâtre Sélénée, fille de Cléopâtre et de Marc-Antoine.
Voici ces arrêts. Ce qui reste, c'est aussi des endroits magnifiques. Le tombeau, qui est appelé le tombeau de la chrétienne, on n'est pas sûr que ce soit le sien, à Juba 2. Il est appelé tombeau de la chrétienne à l'époque, ce n'était pas encore chrétien. Ça, c'est les Aurès au mois d'été. Pourquoi je vous montre les Aurès? Parce qu'il y a des vestiges très importants. Timgad, qui connaît? Ouais. Timgad, c'est la deuxième ville romaine la mieux conservée au monde, après Pompéi. Pompéi a été sauvé par les cendres du Vésuve, et Timgad a été sauvé par le sable. Elle a été déterrée et redécouverte par les Français vers les années 1840. Là, j'étais avec des amis, il y avait un Français avec nous. Quand on était arrivé, c'était le jour où il y avait un certain festival. Il y avait un festival qui se déroulait. Ils ne voulaient pas qu'on rentre. On a insisté en leur disant qu'il y a quelqu'un qui vient de très loin, qui vient de loin. Ils ont accepté. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le responsable de tous les centres qui était venu nous accompagner. Donc, on a eu une visite. Au départ, on n'allait pas du tout rentrer, mais après, on a eu une visite de luxe. Donc, Timgad, vous voyez, c'est immense. Hein. Il faut prendre plus qu'une journée pour tout voir. Il y a toute la structure d'une ville romaine. Donc, avec les thermes, avec les allées romaines, avec les théâtres, avec tout, absolument tout. Ce qu'on peut voir, par exemple, vous voyez, on a encore les traces des chars romains. Et là, c'est l'arc de Trajan. Hein. C'est celui que vous voyez tout au bout. Et je vous parlais, ça c'est l'arc de Trajan, le Capitole. Les villes romaines se mesurent à la grandeur de leur Capitole. Et celui-là, c'était l'un des plus grands. Ensuite, voilà donc ici c'est le guide qui était avec nous. Et on trouve des choses comme ça. Le guide a trouvé ça par terre. En fait, les pièces remontent encore par l'érosion et il ne faut pas les prendre et les mettre dans sa poche, c'est 5 ans de prison. Et puis là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un festival qui s'organisait. L'UNESCO a menacé plusieurs fois qu'ils arrêtent ce massacre. Je crois que ces dernières années commençaient à arrêter parce qu'ils organisaient un festival international, je crois, dans un endroit qui doit être quand même protégé. Les empereurs romains d'origine berbère, j'avais parlé tout à l'heure de Septime Sévère, donc j'ai montré l'arc de triomphe, c'était le premier empereur romain d'ascendance non romaine, qui est berbère. Il y en a d'autres, il y en a 4 en tout, Caracalla, ensuite Djetta et Macrin, et puis plusieurs gouverneurs. Des personnages connus et qui sont liés à l'histoire de Rome. Pour beaucoup d'occidentaux, c'est des Romains alors que c'est des berbères. Milius Félix, Arnobe, Lactance, mais surtout Apulée, le père des romans modernes. Hein? Et 3 papes, Victor Ier, Miltiade et Gélase, et des docteurs et penseurs, surtout de l'Église d'Occident, hein, comme Saint Augustin. Je parlais de Tertullien, car ce personnage, c'est le premier père de l'Église, qui est un berbère, et c'est celui qui avait fait le premier vocabulaire latin. Parce qu'avant, c'était que du grec. C'était le premier qui avait plus de 1000 mots latins, donc notamment de la traduction de la Bible vers le latin. Il y a un autre, le plus célèbre, surtout dans l'Occident, c'est Saint Augustin. Saint Augustin est né à Tagaste, à l'époque, qui s'appelle aujourd'hui Sourharas. C'est pour ça que j'ai souligné les 2 premières lettres de son nom, Sourharas, Saint Augustin. Il est parti à Carthage où il a fait ses études, ensuite à Rome et à Milan où il s'est converti, et de retour à Annaba, Hippone à l'époque, ou Hippone à l'époque française, et puis a sillonné toute l'Afrique du Nord. Donc ce personnage, celui qui a eu l'une des plus grandes influences sur le monde occidental. Il y a plusieurs livres, hein, dont Saint-Augustin le Berbère, de René Potier par exemple. Et voilà ce qui reste de Hippone, près de Annaba, c'est les ruines, et tout en haut au fond, c'est la basilique Saint-Augustin, qui a été célébrée il n'y a pas longtemps. Je n'avais pas parlé d'autres, je n'avais pas parlé notamment de Gélase, le pape Gélase, qui est le père de la laïcité, le premier à avoir demandé la séparation à l'époque de l'Église et ne pas faire le croisement entre l'Église et l'État. C'était Gélase Ier.
On arrive aux Vandales. Les Vandales sont arrivés d'un foyer qui se trouve à peu près dans la Germanie d'aujourd'hui, et ils ont parcouru toute l'Europe et ensuite l'Afrique du Nord. Leur façon de faire a donné un nom qui est le vandalisme. En fait, ils détruisaient toutes les villes où ils passaient. Ils ont détruit notamment Hippone, où se trouvait Augustin, qui était mort quelques années après. On n'a pas fait de lien direct, est-ce que c'est eux ou pas, et c'était pendant la même période. Les Vandales sont restés. Après, ils sont défaits, ils sont restés dans ces zones-là. L'époque des Byzantins. Alors, je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais Byzance, c'est quoi? Donc, Constantin le Grand, qui était l'un des fondateurs avec Alexandre de Constantinople, en l'an 330 après Jésus-Christ. Constantinople, c'est Istanbul, oui, c'est ça aujourd'hui. Alors, c'est ce qui a poussé après l'Empire romain de l'époque à une division. Il y avait l'Empire romain d'Orient, ici, et l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Occident a été fragilisé par les invasions vandales et il s'est effondré. Après cela, l'Empire d'Orient a pris le dessus, et de là, donc il y avait un rêve de retrouver tout ce qu'occupait Rome à l'époque. Donc, ils sont partis à nouveau à la conquête de la Méditerranée occidentale, donc forcément l'Afrique du Nord. Et on retrouve à peu près la même structure que l'Empire romain. Moi, j'appelle personnellement l'Empire byzantin, l'Empire romain, avec une capitale qui a changé, c'est Constantinople, au lieu de Rome. L'Empire byzantin, enfin les Byzances ont aussi laissé des vestiges. Ici, c'est Exirte. Exirte, si vous avez un fort, par exemple, le fort byzantin du 5e siècle. Ici, vous avez le temple Génie. Je crois que beaucoup connaissent ce réveillé. On arrive maintenant à l'arrivée des Arabes. Alors, à la mort de Mohammed, le prophète de l'islam, en l'an 632, il y avait toute cette partie-là qui était déjà, on va dire, conquise. Ces 4 généraux, appelés les khalifes, c'est ça? Les 4 généraux de Mohammed sont partis de la péninsule arabique à la conquête de tout le reste. Alors, en 4 ans seulement, de 630, non, qu'est-ce que j'ai dit là? En 6 ans, non? 632, oui, en 8 ans. Seulement, ils ont conquis toute cette partie-là. En fait, la stratégie était simple, c'était l'effet boule de neige. Donc, quand ils arrivent à conquérir un territoire, tous les gens, enfin, tous les hommes en force ou qui sont valides rejoignent cette armée et continuent. Donc, l'armée grandissait au fur et à mesure. C'est pour ça que c'était assez rapide. Donc, ils ont conquis Bagdad, ils ont conquis Damas, etc. et l'Égypte. Et de l'Égypte, près de cette partie-là, un peu loin du Caire, ils ont installé un campement, et de là, ils sont partis à la conquête de l'Afrique du Nord. Et l'Afrique du Nord, ça ne s'est pas passé facilement, comme dans toutes ces régions-là, parce qu'il y avait une résistance menée dans un premier temps par le roi Koussaïla, ensuite par la reine Dihya, qui a été nommée Kahina. La reine Dihya a été à la tête de toute la partie orientale de Tamazra, avait fait subir cette armée, pas seulement arabe, parce qu'il y avait les Perses, etc. Tous ceux qui étaient là sont venus. Donc elle les a défaits à plusieurs reprises. Et ils ont réussi à la vaincre au bout d'épuisement. Donc ils lui ont coupé les vivres, etc. Et puis de traîtrise dans son camp. Kahina a été défaite et a été décapité, son corps jeté dans un puits près de Khanchla, qui porte toujours son nom. Il s'appelle Bir Kahina. À sa mort, Kahina, il n'y avait presque plus de résistance. Les Berbères étaient affaiblis déjà par d'autres invasions, notamment byzantines et vandales avant, donc ils étaient déjà affaiblis, ce qui a facilité l'occupation ensuite de toute l'Afrique du Nord. Et Kahina, c'est une dame qui est encore aujourd'hui vénérée, chez les Chablis surtout, mais dans tout le reste du monde berbère, pour sa force, pour sa résistance. Cette statue-là est près de Khanchla aujourd'hui. L'occupation
totale, on va dire, de l'Afrique du Nord par les Arabes, c'était pas à cette époque-là. C'est après, c'est à l'arrivée des tribus de Beni Hilal, des tribus qui étaient pires que celles des Vandales, qui aussi détruisaient tout. Donc c'est celles vraiment qui ont achevé tout ce qui est resté du berbère. Maintenant les dynasties, je parlerai pas, je vous montre simplement les trois grandes premières dynasties berbères du Moyen-Âge, vers le Moyen-Âge, les Ostmides, qui ont Tiaret Taher comme capitale, les Idrissides Fès, et les Fatimides. Vous voyez, ça représente à peu près la partie orientale de l'Afrique du Nord, du milieu et ensuite occidentale. Les Fatimides, c'est eux qui ont fondé, figurez-vous, le Caire. Et cette période est liée aussi à un personnage très connu, c'est Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a fait des écrits, dont la Muqaddima, ou l'introduction à l'histoire de l'humanité, qui n'avait pas achevé, mais il a eu le temps d'écrire sur les Berbères, l'histoire des Berbères, et qui a rapporté quand même des choses très intéressantes, même si son livre est très difficile à lire. Ces trois livres, ils sont immenses, parce qu'il y a beaucoup de noms. Et certains, maintenant avec les critiques, ne sont pas tout à fait justes donc à lire, et il y a des critiques qui se font, c'est mieux, comme ça il y aura des corrections. Je vous montre un petit voyage pour voir les vestiges de cette époque. Ça c'est Tlemcen, une vue de la plaine Melasti sur la Tlemcen. Et ça c'est par exemple les ruines d'Al Mansouria. Ça, ce que vous voyez là, vous voyez la taille des personnes. Ça c'est un minaret. Ensuite, ça c'est pour les curiosités, les grottes de Harim Feza, qui sont très impressionnantes, 1 kilomètre de parcours. Et là c'est Tiaret, tout au bout, là derrière, il y a la grotte où Ibn Khaldoun a écrit son livre, Introduction à l'humanité, introduction surtout à l'histoire des Berbères. Et c'est cette place qui m'a frappé. Moi j'ai pris cette photo il n'y a pas longtemps, au mois de juin de l'année passée. Ça c'est la géométrie de Tiaret. Ce qui m'a frappé, c'est les noms dans cette région, ils sont quasiment tous en berbère. Tiaret, qui veut dire, Tiaret, c'est la lionne. Alors que ici, ouais, c'est ça, alors qu'ici, toute cette partie-là, ils ont perdu la langue berbère, Tiaret. Ils ne parlent que l'arabe. Et bah, là où Ibn Khaldoun a écrit son livre, maintenant c'est une petite ville, elle s'appelle comment? Frenda. Vous savez ce que c'est que Frenda? Frenda. Donc ils sont cachés là, parce que lui il était caché là, dans cet endroit-là. Ça, c'est l'endroit où moi j'ai vu le plus de noms berbères encore. Et là où les gens ne parlent pas berbère. On arrive aux Espagnols, ils ne sont pas restés longtemps, l'occupation était vraiment sur 15 ans environ, et n'ont occupé que les grandes villes, par exemple Oran, Alger et surtout Bougie. Les Espagnols, pourquoi je les ai mis dans comme ça de mon fil conducteur? Parce que leur arrivée a incité l'arrivée d'une autre civilisation, d'autres occupants, c'est les Ottomans. Donc les frères d'Andalous, ils sont venus au secours d'Alger et de Bougie pour les aider à repousser les Espagnols. D'abord les vestiges, hein. Vous voyez, ça c'est Santa Cruz à Oran. Ça c'est la baie d'Oran, qui est jolie. Je disais tout à l'heure, les Ottomans, l'arrivée des Espagnols a conduit à l'arrivée des Ottomans pour aider, disons, à les repousser. Mais ils sont restés. Donc, ils sont arrivés, à la différence que les Ottomans n'ont pas vraiment occupé au sens large. Ils ont fait une régence, bon, qui était commandée depuis Constantinople, mais ici, les affaires sont dirigées par les locaux. Ils sont nommés parmi les locaux, même si les ordres, pour les plus importants, venaient de loin. Cette période est très riche pour surtout la Kabylie. Cette fois, donc les Berbères de Kabylie, car il y avait une forte résistance et il y avait deux royaumes rivaux, mais bon, ils sont amis des fois, mais ils sont rivaux. C'est le royaume de Koukou, qui va dans la Grande Kabylie, et le royaume de Abbas. Ces deux royaumes qui ont à peu près duré, vous voyez, un peu plus que 300 ans, n'ont pas fait allégeance, n'ont jamais fait allégeance aux Turcs, n'ont jamais fait allégeance aux Ottomans. Ils étaient indépendants. Alors qu'ils ont aidé à repousser les Espagnols avec les Ottomans, mais quand ils ont vu que les Ottomans voulaient à nouveau instaurer leur loi, ils ont dit non. Ils sont restés autonomes et même carrément des républiques, des royaumes.
Voici une photo très récente, je l'ai prise au mois d'avril passé, de l'entrée du village de Koukou. C'est en bas de Michelet. Et là, c'est l'école, une école où on sait aussi le berbère. Les premiers cours, je crois, du berbère ont été enseignés ici, le nouveau cours. Ensuite, arrive l'arrivée, cette fois-ci les derniers conquérants, les Français. Les Français, je ne vais pas revenir sur les détails de raison de leur arrivée. Il y a deux thèses, une thèse française et une thèse algérienne. C'est une histoire de dette et l'autre c'est une histoire plutôt de piraterie. Vous voyez, vous les placez, vous voyez qui c'est qui le dit. Donc les Français disaient que c'est la piraterie qui se trouvait là, et les Algériens disaient que, enfin les Algériens, pas d'Algérie à l'époque, la régence d'Alger disait que c'était l'Algérie avait emprunté de l'argent du blé à la France et qu'elle n'avait pas remboursé. Voilà. Tout compte fait, les Français sont arrivés en 1830 et ils ont commencé à occuper d'abord Alger, qui s'est la défaite était très rapide, hein, les clés d'Alger ont été données, je crois, au bout de même pas un an. Et vous voyez, donc la France a occupé toute cette partie-là de 1832 à 1857. Il y a une petite partie qui n'a pas été occupée, c'est à nouveau la Kabylie qui a résisté, et cette résistance porte un nom, c'est Fardin Soumer. Fardin Soumer, une jeune à l'âge de 20 ans, était à la tête de l'armée, et elle avait fait face au maréchal Rondon pendant plusieurs années. Vous voyez? Et après sa défaite, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, on peut revenir peut-être dans les questions. Après sa défaite, les Français qui ne comprenaient pas à l'époque pourquoi ils n'arrivaient pas. Bon, il y avait raison aussi de l'escarpé de la région, etc., donc qui faisait que c'est difficile d'aller. Mais il y a aussi la tactique militaire qui était la raison de cette force, de la force de Fardin Soumer. Elle a été défaite en 1857 et la Kabylie, ou du moins la Grande Kabylie de l'époque, a été conquise. Son monument, il se trouve près de Tizi Ouzou, Tizi Djamma, plus exactement. Qu'on peut visiter, là c'est vers Soumer, ici une vue de loin, et un campement militaire, j'ai eu du mal à prendre la photo parce qu'ils voulaient me les effacer. Après il fallait qu'ils les voient, qu'ils n'étaient pas sur la photo. Et puis je tourne juste à droite, et ça c'est pas innocent, là c'est mon village natal. Donc là c'est le Djurdjura. Et puis voilà ce que les Français ont décrit quand sont arrivés en Afrique du Nord, enfin en Kabylie. C'est dans le livre de Hanoto et de Letourneux en 1893. L'organisation politique et administrative du peuple kabyle est une des plus démocratiques et en même temps une des plus simples et qui se puisse imaginer. Jamais peut-être le système de self-gouvernement n'a été mis en pratique d'une manière plus complète et plus radicale. Jamais l'administration n'a compté un nombre aussi restreint de fonctionnaires et n'a occasionné moins de dépenses à ses administrés. L'idéal du gouvernement libre et à bon marché, dont nos philosophes cherchent encore la forme à travers mille utopies, est une réalité depuis des siècles dans les montagnes kabyles. Je laisse le commentaire lui-même. Et puis, je parlais tout à l'heure de la société, enfin, je viens de parler du système particulier à la Kabylie qui a été jugé efficace, qui a été détruit par la suite. Pourquoi? Je vous ai parlé de deux royaumes, l'État Abbas et Koukou. L'État Abbas n'était pas content parce qu'ils leurs terres commençaient à diminuer, parce que les terres commençaient à être récupérées par les colons. Et quelqu'un qui s'appelait Shira Haddad de Siddour, en petite Kabylie, a commencé la première révolution, suivie par les Moutorani, toujours dans la même confédération, et qui ont envoyé environ le 16 mars 1871 environ 250 000 hommes au combat. Vous imaginez? Donc mobiliser autant, ça veut dire qu'il y a une puissance quand même derrière. Alors, cette mobilisation n'a pas plu bien sûr à la France, qui a, elle, mobilisé 100 000 soldats. 100 000 soldats, bien sûr, avec un armement plus sophistiqué, pour étouffer cette révolte. Ce qui était réussi, puisque la révolte a été anéantie, et les conséquences étaient très lourdes. Donc la Kabylie a payé un très lourd tribut, à la fois en dette déjà, mais surtout en séquestration de terres. Toutes les terres, notamment celles qui restaient de la Mitija, hop, c'est fini. Et les déportations.
C'est de là où sont nés les Kabyles du Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie. Et enfin, la domination complète de la Kabylie et la destruction presque totale du système traditionnel kabyle, avec l'apparition de l'administration, les communes, etc. C'est de là que le système traditionnel qui marchait très bien a été atteint de plein fouet. Il y a un événement marquant. Ça, j'ai entendu Benjamin Stora, vous connaissez certains, c'est un historien qui connaît très bien l'histoire, très bien, on peut critiquer, hein. Donc ça se discute de l'Algérie. Il avait fait un parallèle avec la mairie de Paris. La mairie de Paris, c'est la révolution aussi française qui a conduit à la Troisième République le 18 mars 1871. Alors il a essayé de faire le parallèle. C'est pas possible, parce que l'information ne courait pas aussi rapidement qu'aujourd'hui à l'époque. Mais les deux, on pense que c'est lié à une chose commune, c'est que l'armée française était fragile à l'époque-là. C'est pour ça que les Ukrainiens, les Abbas, ont voulu profiter de l'occasion, se soulever et repousser la France, et la mairie de Paris, pareil. Voilà, s'il y a un parallèle à faire entre ces deux événements. La domination française a été totale depuis, donc il y avait la création, comme je viens de dire, de l'administration et de faire des nouvelles partitions, notamment par les départements. Contrairement à la Tunisie et le Maroc, l'Algérie était un territoire français. Donc ce n'était pas un protectorat. Il y avait le département d'Oran, le département d'Alger au centre et le département de Constantine à l'est. Donc le protectorat en Tunisie était instauré en 1881 et la prise du Sahara, du Grand Sud, entre 1900 et 1920, et le protectorat au Maroc en 1912. Il y a eu un autre événement, cette fois au Maroc, qui était suite à ce protectorat. Ce sont les Rifins, les Berbères du Rif, qui se sont soulevés sous la conduite d'Abd el-Grim, très connu. Lui, il a carrément fondé une république rifaine, qui a duré quand même pas longtemps, mais 6-7 ans. La république du Rif, sachez que c'est une vraie république où il a frappé une monnaie qui s'appelait le Rifan. Il avait une langue officielle qui était le berbère, le tamazigh du Rif. Et mais surtout, il avait instauré aussi des frontières et il voulait repousser les Espagnols et les Français, qui étaient à l'époque à côté. Bien évidemment, l'Espagne et la France ne l'entendaient pas de cette oreille. Ils lui ont lancé une offensive. Regardez la mobilisation, 1 demi-million de soldats espagnols et français pour étouffer la révolte et carrément l'anéantir en 1927. Voilà, j'ai parlé de l'immigration européenne. Je reviens un petit peu en arrière. On a commencé quand même en 1830, c'est-à-dire à l'arrivée de la France. L'immigration était plutôt, je sais pas. Ah, ça marche. Donc il y avait une immigration plutôt de peuplement, hein. Donc c'est des colons, des colonies. Il y a quelque chose de particulier que j'ai relevé en faisant, il y a 7 ans en arrière, cet exposé. Il y avait un journaliste alsacien qui était dans la salle. Après, donc j'avais pas ces données, hein. Après il est venu, il me les a données, c'est des archives qu'on ne trouve pas sur le net. En fait, il y avait beaucoup d'Alsaciens. Alors quand il y avait des immigrés qui partaient, par exemple les Espagnols partaient dans la région d'Oran, les Italiens et cette partie-là du sud, plutôt dans l'est de l'Algérie, Paris, toute sa région vers le bas, vers le centre. Et les Alsaciens, c'est là où je me trouve aussi, là où je vis, ils sont partis en Kabylie. C'était après le traité de Francfort qui annexait l'Alsace à l'Allemagne. Donc ceux qui étaient pro-français, la France leur a promis des terres. Regardez la date, elle coïncide avec quoi? Le 10 mai, la révolte d'El-Moparani, c'était le 16 mars. Donc c'était des terres séquestrées à la Kabylie suite à la révolution d'El-Moparani et de Haddad, qui ont été données en grande partie aux Alsaciens. Mais bon, c'est pas leur faute non plus. Ils ne savaient pas où aller, on leur a dit tiens, il y a de la place ici. Les Alsaciens sont venus, ils ont habité dans toute une grande région de la Kabylie et ils ont même donné des noms de leurs villes et de leurs villages aux villages et villes kabyles. Par exemple, on retrouve la ville de Strasbourg, près d'Igel. Tous les villages, vous voyez, à connotation allemande, hein, alsaciens, donc Rofach, Alkirch, Edisheim, Ribeauvillé, c'est un très très beau village en Alsace. Là, c'est en Kabylie, c'est très beau aussi. Par exemple, Arvus et Metz, ça c'était Beach.
etc., etc. Et près de Tizi Ouzou, il y avait aussi beaucoup d'autres peuplements. Donc il y avait Ossenviller, c'est les Isser, Nasserien, pas les Dazif, Nasserien, pardon. Donc le camp du maréchal Felmeith, etc. Et il y avait les Mulhousiens, j'ai trouvé dans les archives un grand industriel mulhousien qui s'appelle Jean Dollfus, qui a délocalisé une partie il était dans le textile, donc délocalisé dans la partie de Bourg-Alpha d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé beaucoup de noms de Mulhousiens qui étaient de cette région-là. Il y a même, il m'a donné une photo, un café à la Cigogne d'Alsace qui se trouve à Nasseria. Et là, Nasseria, c'est le barrage Laziv. Et près de Nasseria, dans les Isser, quand même place Marteau Blonès, il a passé une partie de son adolescence quand son père travaillait dans cette région, dans cette place. Et là, il est avec le Dalai Lama en 1995, lors de la remise du prix de la liberté par Daniel Mitterrand. Et puis, à partir de 1889, cette fois-ci, une autre immigration, l'immigration inverse. Mais cette fois, ce n'est pas une immigration de peuplement, c'est une immigration ouvrière, une immigration de travail. C'était à l'industrialisation de l'Europe, etc. Ensuite, une autre histoire liée encore à ces deux pays, c'est le débarquement de Provence en août 1944. On connaît beaucoup le département de Normandie, mais on parle peu de ce débarquement. Aider à libérer tout le sud et jusqu'à l'Alsace, donc avoir un autre front contre l'Allemagne nazie. Je vous montre une photo, là c'est les îles Sanguinaires en Corse, près d'Ajaccio. Pourquoi je vous montre ça? Là, ça ressemble à quoi? À la Kabylie, mais c'est pas la Kabylie, c'est la Corse, c'est près de Corté. On continue, on monte, ça c'est Bastia, au nord de la Corse. Et pourquoi à Bastia? Quelqu'un voit un lien? Dans les hauteurs de Bastia, il y a un monument qui s'appelle, dans le code de Tigim, qui s'appelle le monument de Tigim, dédié aux soldats berbères morts pour la libération de la Corse. C'est le seul monument dans toute la France qui se trouve en Corse, dédié à ces soldats. Il a été construit, ce monument, en 1957. Bon, là, c'est avec un collègue. Ce que je vous montre, c'est ce qui est écrit ici. C'est en berbère marocain, et là en français. Vous lisez en français. Remplis du souvenir d'une lumière unique, leurs yeux sont fermés au bruit de l'Occident. Seigneur, permettez que les durs guerriers de Berbérie, qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants le réconfort de leur sourire, se tiennent contre nos épaules et qu'ils sachent, Seigneur, combien nous les avons aimés. Donc un hommage rendu à ces guerriers qui ont perdu leur vie. Voilà, donc c'est arrivé le temps des indépendances, donc la création des États, qui n'existaient pas, tel quel. Donc le Maroc en 1956 avec la Tunisie et l'Algérie au bout d'une guerre de 7 ans, que pareil, je ne rentre pas dans les détails, c'est encore une très longue partie de l'histoire, pas longue, mais très riche, dont je pense le ressenti est encore présent, surtout dans les communautés concernées, algériennes et françaises. Voilà, les indépendances, je termine mon exposé, je vous montre seulement un transparent, c'est celui-là, je l'ai résumé au combat. Il y a eu des indépendances de pays, mais il n'y a pas d'indépendance de langue, d'indépendance tout simplement de liberté dans ces pays encore d'Afrique du Nord. Ça se fait petit à petit, c'est ce que fait l'association Akawa, c'est Akawash, d'Ottawa, ce que font la plupart des Berbères expatriés ou qui se trouvent à l'étranger, et les Berbères qui se trouvent en Berbérie, en Tamazra. Nos amis tunisiens le prouvent aujourd'hui ici. Donc ça continue. J'ai mis en avant les femmes parce qu'elles sont à l'avant-garde du combat. Aussi, comme l'ont fait avant Kahina et Farman Soumal. Et là, c'est Paris, l'image. Donc pour dire aussi que ça se fait ici dans la diaspora. Voilà les parlers berbères aujourd'hui, ou le berbérophone. Donc on retrouve un peu partout les Touaregs qui occupent un large territoire, les moins nombreux. En Libye, il y a Damas, le Foussa, et puis ils choisissent le Siwa, et en Algérie on connaît les parties Chaouiyen, Raïel, Mzabiyen, et puis les Marocains ou les berbérophones au Maroc sont les plus nombreux, ils sont plus de 50% de la population. Voilà, si vous savez dire Amen, l'eau, et dire Haroum,
faites pas, vous êtes sûr de survivre dans toute cette région. Parce que ça serait pas. Je crois que je présentais souvent en France, c'est celle-là, enfin, c'est la biographie. Hein, c'est une toute petite partie ici. Si vous voulez, on vous les donnera, Rachid vous donnera la bibliographie. Les personnages, je présente ça à mes amis français, des Français d'origine kabyle ou qui ont une origine kabyle. Edith Piaf, par sa grand-mère, c'est moi. Et Danny Boone, mais aussi Kalmerad. Je ne sais pas si vous les connaissez ici. C'est des ch'tis. Oui, sa mère est ch'ti, son père est kabyle. C'est des ch'tis. Ouais. Jacques Villeray, qui est décédé il n'y a pas longtemps, il est d'origine kabyle. Alain Bachot, de mère alsacienne, mère kabyle. Et Napoléon. Napoléon Bonaparte. Il est de descendance berbère. Oui, parce que de toute façon, lui, il est corse. Il est d'Ajaccio, il est né à Ajaccio. Ça, je l'ai vu, mais j'ai pas de prod, c'est pour ça que je mets pas. Ok. Ensuite, Daniel Prévost, qui a découvert qu'il était kabyle en 1994. Il est parti sur les traces de son père. Là, il est avec Yidir à la mairie de Paris. Maintenant, la mairie de Paris fête officiellement le Inaël chaque année. Et là, il est avec Farhaf aussi. Isabelle Adjani. Là, au chevet de Mahtoub Louennas quand elle a été blessée en 88. Et puis le dernier, celui que surtout les Français connaissent très bien, Zidane. Merci.